Maman, on ne peut pas rentrer à la maison ce soir. J'ai entendu papy et tonton David préparer un plan terrible contre nous. Mon fils de 8 ans a chuchoté ces mots sur le parking de l'aéroport. 10 minutes seulement après avoir regardé mon mari disparaître derrière les portiques de sécurité pour son voyage d'affaires. Sa petite main tremblait dans la mienne. Ses yeux exprimaient une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Alors, nous nous sommes cachés. J'ai conduit jusqu'à un hôtel Formule 1 à 12 minutes de là. J'ai payé en espèces et j'ai surveillé notre maison grâce à une caméra de sécurité que j'avais cachée des mois plus tôt. 10 minutes après l'heure, où nous aurions dû être endormis dans nos lits, je me suis figée en regardant l'écran de mon téléphone. Deux inconnus franchissaient notre porte d'entrée en utilisant les clés que mon beau-père leur avait données. Je m'appelle Élise Huppert, j'ai 34 ans, et voici l'histoire de la nuit où mon fils nous a sauvé la vie d'un murmure et de ce que j'ai découvert sur l'homme que j'appelais papa depuis 20 ans. Si vous lisez ceci, abonnez-vous et dites-moi, en commentaire, depuis quelle ville vous me suivez. Pour comprendre comment je me suis retrouvée à regarder ma propre maison brûler depuis le parking d'un hôtel bon marché, vous devez comprendre ma place dans cette famille. Je suis ingénieure en cybersécurité. Je travaille à distance pour une grande entreprise du CAC 40 qui me verse 115 000 euros par an pour protéger leur système contre ceux qui veulent voler des données et détruire des vies. J'ai construit des pare-feux qui ont stoppé des hackers d'État. J'ai témoigné devant des tribunaux pour des affaires de criminalistique numérique. Mon travail a été cité dans 3 rapports de l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais pour Charles Morette, je n'étais que la fille qui tape sur des ordinateurs. C'est ce qu'il disait aux voisins quand ils demandaient ce que je faisais dans la vie. C'est ainsi qu'il me présentait aux réunions de la paroisse, quand il prenait la peine de me présenter. L'année dernière, le toit a commencé à fuir, causant des dégâts des eaux dans 3 pièces et de la moisissure sur les murs. J'ai fait un chèque de 16 000 euros pour les réparations parce que Charles prétendait ne pas avoir les moyens, bien qu'il ne m'ait jamais montré ses comptes. Quand les artisans ont fini, je l'ai entendu dire au couple d'à côté qu'il s'en était occupé lui-même. Pas Élise a payé. Même pas, nous avons géré ça ensemble. Juste lui, le patriarche responsable gérant son foyer. Je suis restée à cause de ma mère. Elle est morte il y a 4 ans dans cette maison, dans la chambre qui allait devenir la mienne. Je suis restée parce que je pensais devoir quelque chose à l'homme qu'elle aimait, même s'il ne semblait rien aimer d'elle à part la maison qu'elle avait laissée derrière elle. Je gardais des copies de chaque reçu, chaque virement, chaque facture d'artisan dans un dossier cloud intitulé Réparation maison. Déformation professionnelle. Dans mon métier, on fait toujours des sauvegardes. Je ne savais pas alors que cette habitude me sauverait la vie. Notre maison se trouvait dans un quartier résidentiel tranquille près de Nantes. Une bâtisse de 2 étages avec des volets bleus et une grande terrasse que ma mère avait peinte elle-même l'été avant de tomber malade. C'était le genre de quartier où les gens se saluent depuis leur allée et connaissent le nom des chiens des voisins. Mes journées suivaient un rythme prévisible. Je me levais à 6 heures, préparais le petit déjeuner pour Lucas, l'emmenais à l'école, puis montais à mon bureau au 2e étage. 8 heures de révision de code, d'analyse de vulnérabilité et d'appels vidéo avec des équipes sur 3 fuseaux horaires. Lucas rentrait à 15h15, faisait ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que je finissais mes réunions, et nous dînions ensemble avant que Marc n'appelle depuis la chambre d'hôtel où son travail l'avait envoyé cette semaine-là. Marc voyageait constamment. En tant que directeur régional pour une grande chaîne d'électroménager, il passait plus de nuits dans des hôtels Mercure que dans notre lit. Il détestait ça. Je détestais ça. Mais son salaire nous permettait de garder la maison. Et garder la maison signifiait rester proche du souvenir de ma mère. Charles vivait au rez-de-chaussée, dans ce qui était autrefois la suite d'amis. David, son fils d'un premier mariage, passait 3 ou 4 fois par semaine, toujours à l'improviste, agissant toujours comme s'il était chez lui. Pour les étrangers, nous ressemblions à une famille recomposée fonctionnelle. Le grand-père dévoué qui allait à la messe tous les dimanches. La fille travailleuse qui entretenait la maison de sa mère. Le petit-fils calme au sourire timide. Lucas a été le premier à voir clair dans ce jeu. « Maman, m'a-t-il dit un soir en le bordant, je n'aime pas quand papy Charles sourit. » J'ai lissé ses cheveux. « Pourquoi, mon chéri? » « Parce que ses yeux ne sourient pas. Pas. Juste sa bouche. » Je lui ai dit qu'il imaginait des choses. Je regrette tellement de l'avoir fait.
David Moret avait 31 ans et n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Ce n'était pas quelque chose dont on devait parler. Charles avait dépensé 70 000 euros pour envoyer David dans 3 écoles de commerce privées différentes. Gestion, puis marketing, puis quelque chose de vague comme études entrepreneuriales. David avait abandonné les 3 pour poursuivre des idées de start-up qui ne dépassaient jamais le stade du projet. Un food truck, une plateforme de trading de crypto-monnaies, une application pour promeneurs de chiens qui existait déjà sous 6 formes différentes. Chaque échec était la faute de quelqu'un d'autre. Les investisseurs ne comprenaient pas sa vision. Le marché n'était pas prêt. Les partenaires étaient incompétents. Toi et tes diplômes prétentieux, m'avait dit David une fois, debout dans ma cuisine comme s'il payait le crédit. Moi, j'ai dû apprendre à l'école de la vie. C'est ça, la vraie éducation. L'école de la vie incluait apparemment le droit d'entrer chez la belle-fille de son père quand bon lui semblait. J'ai commencé à trouver des objets déplacés dans mon bureau, des papiers mélangés, des tiroirs mal fermés. La première fois, j'ai cru être paranoïaque. La deuxième fois, j'ai installé une caméra de secours dans mon bureau, une petite unité cachée dans une bibliothèque, connectée à un compte cloud séparé dont Charles ignorait l'existence. Habitude professionnelle. Quand quelque chose cloche dans un système, on ajoute de la surveillance. Les images ont montré David fouillant mon bureau à 14 heures un mardi, pendant que j'allais chercher Luca à l'école. Il a photographié plusieurs documents, dont mon contrat de travail et un relevé bancaire. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai rien dit à Charles. J'ai juste commencé à garder certains fichiers dans des dossiers cryptés et je me suis assuré que mes documents les plus importants étaient sauvegardés sur 3 clouds différents. Ce soir-là, j'ai vu Charles et David discuter dans le garage jusqu'à près de minuit. Leur voix était basse, urgente. La porte du garage était fermée, mais je voyais la lumière filtrer par-dessous, les ombres bouger. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas encore quoi. Lucas est arrivé au monde avec 3 semaines d'avance, pesant à peine 2 kilos, avec des poumons qui n'étaient pas prêts à respirer seuls. 21 jours en néonatologie. Les moniteurs qui bipaient, des tubes partout, la minuscule poitrine de mon fils se soulevant et s'abaissant avec une précision mécanique pendant que je restais assise à ses côtés à négocier avec Dieu. Je donnerais n'importe quoi, avais-je promis, absolument n'importe quoi, s'il continuait à respirer. Il a continué à respirer. Il a appris à manger. Il est devenu assez fort pour rentrer à la maison. Et à partir de ce moment-là, chaque décision que je prenais commençait par la même question. Est-ce que c'est sûr pour Lucas? Cet instinct, celui qui me faisait vérifier les verrous 2 fois, qui me faisait passer des heures à comparer les sièges auto, qui me faisait mémoriser l'itinéraire le plus rapide vers les urgences. Cet instinct nous avait gardés en vie tous les deux pendant 8 ans. Dernièrement, cet instinct hurlait. Lucas avait changé au cours des derniers mois. Il avait toujours été un enfant calme, plus observateur que participant, mais là, il semblait renfermé d'une manière différente. Il ne voulait pas rester seul dans une pièce avec Charles. Il sursautait quand la voiture de David entrait dans l'allée. Il a commencé à dormir avec sa porte verrouillée, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Qu'est-ce que c'est qui ne va pas » d'être à mon cœur. Je lui ai demandé un soir, assise au bord de son lit. « Tu peux tout me dire. » Il m'a regardé avec ses yeux bruns sérieux, les yeux de ma mère, les mêmes que je voyais dans le miroir chaque matin, et a dit « Je ne sais pas, maman. J'ai juste l'impression que quelque chose de mauvais va arriver. » J'aurais dû écouter plus attentivement. J'aurais dû creuser. Au lieu de cela, j'ai embrassé son front et lui ai dit que tout allait bien. La nuit avant le départ de Marc pour Paris, j'ai rêvé que notre maison était en feu. Je me tenais sur la pelouse, regardant les flammes jaillir des fenêtres de ma chambre, la chambre qui était celle de ma mère, tandis que quelqu'un riait derrière moi. Je me suis réveillée à 3h47 du matin, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Marc préparait déjà sa valise. 5 jours à Paris, réunion au siège, rien d'inhabituel, mais Lucas s'est accroché à son père ce matin-là comme s'il ne devait plus jamais le revoir. Les signes en étaient là. Je ne les lisais simplement pas. Il a dit que la vieille était cassée, mais je l'avais utilisée la veille sans aucun problème. La nouvelle serrure est venue avec 3 clés, une pour Charles, une pour David et une qui était censée être pour moi, mais qui ne m'est jamais parvenue. « Je te ferai faire un double », a-t-il dit. Il ne l'a jamais fait. Puis il y a eu l'enveloppe. Je l'ai trouvée sur le comptoir de la cuisine un jeudi après-midi.
Une épaisse enveloppe jaune d'AXA Assurance avec mon nom imprimé sur l'étiquette. J'ai tendu la main pour la prendre juste au moment où Charles entrait par le garage. « Ce n'est pas pour toi », a-t-il dit en me l'arrachant des mains. « Mauvaise adresse, je vais la renvoyer. » « Mais il y a mon nom dessus, c'est une erreur. » Sa voix était tranchante, puis il a souri et le sourire n'a pas atteint ses yeux. Les compagnies d'assurance font des erreurs tout le temps. J'ai travaillé dans ce secteur, tu te souviens? Je m'en occupe. Je n'ai pas insisté. Je n'insistais jamais. C'était mon problème. 2 jours plus tard, Janine Poiré a frappé à ma porte. Elle avait 77 ans, vivait dans la maison d'à côté depuis 30 ans et avait été la meilleure amie de ma mère. Elle apportait un gâteau au yaourt et des yeux inquiets. « Élise, ma chérie, je dois te dire quelque chose. » Elle a jeté un coup d'œil vers le garage où Charles lavait sa voiture. « Ta mère. » Avant de partir, elle m'a dit certaines choses sur Charles. Ma poitrine s'est serrée. « Quelle chose? » Elle a dit. Janine a baissé la voix. Elle a dit qu'il avait changé après qu'elle soit tombée malade. Elle a dit qu'il commençait à poser des questions sur son assurance vie, son testament, la maison. Elle m'a dit de veiller sur toi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Le visage de Janine s'est froissé. Je ne voulais pas m'immiscer dans les affaires de famille, mais ces derniers temps ou temps, en voyant comment il te regarde quand tu ne fais pas attention, je ne peux plus me taire. Elle est partie avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, mais ces mots sont restés gravés en moi. Jeudi 14 mars, 18h30. La lumière du soir tombait obliquement à travers les fenêtres de la cuisine pendant que Marc vérifiait son bagage cabine pour la 3e fois. Ordinateur portable, chargeur, 3 jours de vêtements, une cravate qu'il ne porterait probablement pas. 5 jours à Paris, bilan trimestriel au siège. « Tu es sûr que ça ira ?» a-t-il demandé en me serrant dans ses bras. « Je peux décaler si tu as besoin de moi ici. »« Tu en iras bien, » ai-je dit machinalement, comme je le faisais toujours. Mais quelque chose sonnait faux, comme une écharde que je ne trouvais pas. Lucas n'avait pas dit un mot de toute la soirée. Il avait mangé la moitié de son dîner, poussé le reste dans son assiette et était maintenant assis sur les marches de l'escalier, son sac à dos serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte de Charles. « Allez, champion !» Marc s'est accroupi près de lui. « Fais un câlin à ton papa. » Lucas a jeté ses bras autour du cou de Marc et ne l'a pas lâché. J'ai vu le visage de mon mari passer de l'affection à l'inquiétude. « Hé, c'est juste 5 jours. J'appellerai tous les soirs. » « Je sais. » La voix de Lucas était étouffée contre l'épaule de Marc. « C'est juste. Tu vas me manquer. » Nous sommes montés dans ma Tesla Model Y à 18h45. L'aéroport de Nantes-Atlantique était à 20 minutes. En sortant de l'allée en marche arrière, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu Charles debout à la fenêtre de sa chambre, nous regardant partir. L'expression sur son visage n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas la neutralité vide à laquelle je m'étais habituée. Cela ressemblait à de l'anticipation. J'ai failli faire demi-tour à ce moment-là, failli demander à Marc ce que ce regard signifiait, mais Lucas était silencieux à l'arrière, l'aéroport attendait et je me suis convaincue que j'imaginais encore des choses. Sur la route, j'ai réalisé que c'était la première fois en 3 ans que Charles ne me demandait pas de passer au magasin avant le départ de Marc. Il avait toujours besoin de quelque chose. Du lait, des médicaments, une marque spécifique de café. C'était sa façon de s'assurer que j'avais des courses, des obligations. Cette fois, rien, comme s'il voulait que la maison soit vide. L'aéroport de Nantes, à 19h15, était calme. Une poignée de voyageurs d'affaires traînaient vers la sécurité, leurs valises à roulettes claquant sur le carrelage. Nous avons accompagné Marc jusqu'au contrôle et je l'ai regardé disparaître à travers le scanner avec un dernier signe de la main par-dessus son épaule. « D'accord, mon chéri. » J'ai pris la main de Lucas. On rentre à la maison. Lucas n'a pas bougé. Ses doigts se sont resserrés autour des miens, et quand j'ai baissé les yeux, son visage était blanc comme un linge. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose de lointain, quelque chose que je ne voyais pas. « Lucas, qu'est-ce qu'il y a? » Il a tiré fort sur ma main, m'entraînant vers une rangée de sièges vides près de la fenêtre. Sa respiration était rapide et superficielle, et quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. « Maman, on ne peut pas rentrer à la maison. Le monde a basculé. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier soir, ces mots sont sortis en cascade. J'allais chercher de l'eau. Il était tard.
J'ai entendu Papy Charles et tonton David parler dans la cuisine. Ils ne savaient même pas que j'étais là. Mon rythme cardiaque a explosé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlaient de toi et moi. Les yeux de Lucas se sont remplis de larmes. Tonton David a dit après le départ de Marc et Papy Charles a dit ça doit être fait proprement. Et puis sa voix s'est brisée. Ensuite, ils ont dit faites en sorte que ça ressemble à un accident. Et ils parlaient d'essence. Maman, je les ai entendus dire essence. J'ai senti le sang quitter mon visage. Essence, accident, après le départ de Marc. Peut-être que tu as mal entendu. Non. Lucas pleurait maintenant, silencieusement, de la façon dont il avait appris à pleurer quand il ne voulait pas être surpris. S'il te plaît, maman, j'ai peur. J'ai tellement peur. Ne m'oblige pas à retourner là-bas. Chaque instinct que j'avais, chaque instinct protecteur qui avait gardé mon bébé prématuré en vie, qui m'avait fait sauvegarder chaque document, qui m'avait fait cacher une caméra dans mon propre bureau, chacun d'eux hurlait la même chose. Crois-le. J'ai sorti mon téléphone et vérifié l'heure. 19h23. Si Lucas avait raison, j'avais peut-être 4 heures pour comprendre ce qui se passait avant que ce que Charles avait prévu ne commence. D'accord, ai-je dit. On ne rentre pas à la maison. J'ai trouvé un hôtel type Formule 1 à 12 minutes de l'aéroport. Un bloc de béton beige à 2 étages avec une enseigne libre, clignotante et un parking plein de mauvaises herbes. C'était le genre d'endroit que les voyageurs d'affaires évitaient et que les équipes de chantier utilisaient pour les longs projets. C'était parfait. J'ai payé en espèces à la réception. Le gérant, un homme corpulent à la barbe grise, a à peine levé les yeux de son téléphone en me tendant la clé de la chambre 214 au 2e étage face à la route principale. « Départ à 11h, a-t-il dit. « Merci. » Lucas tremblait sur le siège passager quand je suis revenue. J'ai conduit à l'arrière du bâtiment, garé la voiture là où elle ne pouvait pas être vue de la route et monté nos quelques affaires par l'escalier extérieur. La chambre sentait le détergent industriel et le tabac froid. J'ai vérifié les verrous 2 fois, puis j'ai assis Lucas sur le lit et l'ai enveloppé dans la fine couverture. « Je dois passer un appel, » ai-je dit. « Juste à Papy Charles. Je vais lui dire qu'on ne rentre pas ce soir. »« Qu'est-ce que c'est que tu vas dire? » »« Que la voiture est tombée en panne. » J'ai gardé ma voix calme, même si mon esprit s'emballait. « Qu'on reste près de l'aéroport pour la faire réparer. » J'ai composé le numéro. Charles a répondu à la 2e sonnerie. « Élise, où es-tu? » Il est presque 20 heures. La voiture a commencé à faire un bruit. Je crois qu'il y a un problème avec le moteur. J'ai forcé ma voix à paraître épuisée et frustrée. Je vais rester dans un hôtel près de l'aéroport et l'emmener chez un garagiste demain matin. Silence. 3 secondes. 4. Oh, a dit Charles. Eh bien, c'est probablement plus prudent. Tu ne veux pas être en panne sur la route la nuit. Pas d'inquiétude. Pas de proposition de venir nous chercher. Pas de questions sur ce qui n'allait pas avec la voiture. Ouais, ai-je dit. On sera à la maison demain après-midi. D'accord, ne te presse pas. Prends ton temps. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone dans ma main. L'homme qui se plaignait quand j'avais 15 minutes de retard en revenant des courses venait de me dire de prendre mon temps, alors que sa petite-fille, son beau petit-fils dans le contexte français, mais c'est son petit-fils par alliance, et sa belle-fille était soi-disant bloquée avec une voiture en panne. Quelque chose n'allait vraiment pas. Lucas s'est endormi vers 21h, recroquevillé, sur le côté, avec la télé diffusant des dessins animés en muet. Je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre, ordinateur portable ouvert, essayant de donner un sens à ce que je savais. D'abord, je me suis connectée à l'application Ring. Notre maison avait 3 caméras, porte d'entrée, porte arrière et garage. Charles avait accès à toutes. Il avait insisté lors de l'installation du système, prétendant qu'il avait besoin de surveiller les colis. À 20h30, les 3 caméras se sont déconnectées. Pas un bug. Mes mains tremblaient en ouvrant une autre application, celle connectée à la caméra cachée que j'avais installée dans mon bureau après avoir surpris David à fouiller dans mes affaires. Elle fonctionnait sur un réseau séparé, sauvegardé sur un compte cloud personnel dont Charles ignorait l'existence. La caméra était toujours active. J'ai regardé le flux en temps réel.
Mon bureau était sombre, mais la vision nocturne de la caméra montrait le couloir au-delà de ma porte ouverte. À 21h15, la porte d'entrée s'est ouverte. La silhouette de Charles a traversé l'entrée, suivie de David. Ils n'ont allumé aucune lumière. À 21h47, des phares de voiture ont balayé le couloir. J'ai entendu, ou cru entendre à travers l'audio de mauvaise qualité, la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau. 2 silhouettes que je ne reconnaissais pas sont entrées dans la maison. Ils portaient des sweats à capuche sombre et se déplaçaient avec détermination, comme des hommes qui avaient répété cela. Charles a tendu quelque chose de métallique à l'un d'eux. Une clé, ma clé, celle de la porte arrière dont je n'avais jamais reçu de copie. Les 4 hommes, Charles, David et les 2 inconnus, sont restés dans mon couloir pendant plusieurs minutes. Charles a pointé du doigt l'étage, vers le 2e étage, vers ma chambre. Puis ils sont sortis du champ vers l'arrière de la maison. Je suis restée assise dans cette chambre de motel à regarder des étrangers chez moi et j'ai compris avec une clarté parfaite. Si j'étais rentrée ce soir, Luca et moi ne nous serions pas réveillés demain. J'ai tout enregistré. Mon ordinateur a capturé l'horodatage du flux vidéo visible dans le coin. 21h47, 21h52, 22h03. Chaque mouvement de ces hommes dans ma maison était documenté et automatiquement téléchargé sur 3 services cloud différents. À 22h15, les 4 silhouettes sont réapparues dans le champ de vision de mon bureau. L'un des inconnus portait un sac de sport noir qui n'était pas là avant. L'autre tenait ce qui ressemblait à un bidon en plastique rouge, le genre qu'on utilise pour l'essence de la tondeuse. David a tendu un morceau de papier à Charles. Ils l'ont étudié ensemble, et bien que je ne puisse pas distinguer les détails, la façon dont il pointait et hochait la tête suggérait qu'il revoyait un plan, une disposition, peut-être un timing. Puis Charles a serré la main des 2 inconnus, une transaction commerciale conclue. À 22h31, tous les 4 sont sortis par la porte arrière. Les 2 inconnus ont marché vers une berline sombre garée dans la rue derrière notre propriété, un endroit que j'avais toujours pensé trop éloigné pour être atteint par nos caméras. Charles savait exactement où étaient les angles morts. J'ai appelé Marc. Le téléphone a sonné 5 fois avant de passer sur messagerie. C'est vrai, il était encore sur son vol pour Paris. Téléphone en mode avion, à 10 000 mètres au-dessus du Massif central. Pendant que quelqu'un se préparait à brûler notre maison, j'ai laissé un message que j'espérais qu'il n'aurait jamais à entendre. Marc, c'est moi. Il se passe quelque chose. N'appelle pas Charles. N'appelle pas à la maison. Quand tu atterris, appelle-moi immédiatement. Lucas et moi sommes en sécurité, mais... Ma voix s'est brisée. J'ai besoin que tu me fasses confiance, s'il te plaît. À 23h15, des phares sont apparus à nouveau sur ma caméra cachée. La berline sombre était revenue. Cette fois, seuls les 2 inconnus sont sortis. Pas de Charles, pas de David, juste 2 hommes avec les clés de ma maison entrant par ma porte d'entrée comme s'ils y habitaient. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message de Charles demandant si j'allais bien. Pas d'appel de parents inquiets. Personne ne se demandant où nous étions parce qu'ils savaient tous que nous étions censés être à la maison et ils savaient tous ce qui allait arriver. J'ai attrapé mes clés et regardé Lucas, qui dormait toujours paisiblement dans le lit du motel. J'avais besoin de voir ça de mes propres yeux. J'ai laissé Lucas dans la chambre verrouillée avec un mot sur l'oreiller. « Reste ici, n'ouvre la porte à personne. Je reviens dans 15 minutes. Je t'aime plus que tout au monde. » Le trajet jusqu'à l'allée des Chênes a pris 11 minutes. Je me suis garée au coin de la rue des Érables, à 200 mètres de notre maison. Moteur coupé, phares éteints. De cet angle, je voyais clairement le 2e étage, les fenêtres de ma chambre, la fenêtre de la chambre de Lucas, la salle de bain que nous partagions. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle était toujours quand nous dormions. À 23h52, les fenêtres du 2e étage ont explosé de lumière. Pas de la lumière électrique. Pas la lueur chaude d'une lampe laissée allumée par accident. Du feu. Des flammes oranges rugissaient derrière la vitre de ma chambre, se propageant à une vitesse terrifiante. En quelques secondes, la pièce où ma mère était morte, la pièce où Lucas et moi aurions dû dormir, était totalement embrasée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré.
Je suis restée assise dans ma voiture, les mains agrippées au volant, et j'ai regardé ma maison brûler pendant que la caméra embarquée de ma Tesla enregistrait tout. Les deux hommes sont sortis en courant par la porte arrière à 23h54. La caméra les a capturés clairement, un grand, un plus petit, tous deux portant des gants, tous deux se déplaçant avec l'efficacité tranquille de professionnels. Ils sont montés dans la berline sombre et sont passés devant moi sans jeter un regard dans ma direction. La plaque d'immatriculation était clairement visible sur les images de ma dashcam. Une plaque française commençant par les lettres GE. J'ai composé le 18, pompier, à 23h55. Il y a un incendie au 47 allée des Chênes, à Vertou. La maison est complètement embrasée. Il n'y a personne à l'intérieur. Je suis une voisine. Je l'ai vue de ma fenêtre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Les camions de pompiers sont arrivés à 0002. À ce moment-là, les flammes s'étaient propagées à la chambre de Lucas, au couloir, au grenier où étaient stockés les vieux albums photos de ma mère. Les pompiers ont traîné des tuyaux sur la pelouse où j'avais appris à faire du vélo. L'eau a formé des arcs dans l'air nocturne. Trop tard pour sauver quoi que ce soit d'important. Ma maison avait disparu. Mais Luca et moi étions vivants et j'avais la preuve de qui nous avait tout pris. Je suis retournée au motel à la limite de vitesse autorisée, main ferme, esprit en ébullition. Luca dormait encore quand je suis rentrée. J'ai vérifié les verrous, vérifié les fenêtres, et je me suis assise au bureau avec mon ordinateur pour faire l'inventaire de ce que j'avais. Vidéo de la caméra cachée. Images horodatées de Charles, David et deux inconnus à l'intérieur de ma maison. Charles remettant des clés. Charles pointant le 2e étage. Vidéo de ma dashcam. La plaque de la berline. Les deux hommes fuyant la maison en feu. Le feu lui-même, les SMS. Ma conversation avec Charles sur la voiture en panne. Son manque d'inquiétude. Sa suggestion de prendre mon temps. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et cherché Enquête incendie criminel Nantes et Avocat fraude assurance. Les résultats de recherche se sont remplis de publicités de cabinets d'avocats, d'articles de presse sur des affaires passées, de définitions juridiques. Un nom apparaissait à plusieurs reprises. Rebecca Stern, associée fondatrice du cabinet Stern & Associés, spécialisée dans les victimes de violences domestiques et de fraude à l'assurance. Son profil affichait 4,9 étoiles sur 127 avis, avec des phrases comme « m'a sauvé la vie » et « m'a cru quand personne d'autre ne le faisait ». J'ai mis sa page en favori. À 2h15 du matin, mon téléphone a sonné. « Marc, je viens d'atterrir. J'ai eu ton message. »« Élise, qu'est-ce qui se passe? » Je lui ai tout raconté. La conversation chuchotée entendue par Lucas, le motel, les caméras, le feu, la plaque d'immatriculation. Le silence s'est étiré sur la ligne. Puis, je prends le prochain vol pour rentrer. Non. Le mot s'est sorti plus sec que je ne le voulais. Tu ne peux pas. Si Charles découvre que nous sommes vivants avant que j'aie assez de preuves, il détruira tout. Il aura le temps de créer des alibis, de blâmer quelqu'un d'autre. Marc, fais-moi confiance. S'il te plaît, je sais ce que je fais. J'ai pris une respiration. J'ai besoin que tu restes invisible. Laisse-les penser que leur plan a marché. Laisse-les se sentir à l'aise et ensuite nous leur prendrons tout. Marc était resté silencieux un long moment. D'accord, a-t-il finalement dit. Mais je vais voler jusqu'à Rennes, à la place. Je serai à 1 heure de route si tu as besoin de moi. Merci. J'ai raccroché et fixé le mur. Dans 7 heures, j'appellerai Rebecca Stern. Dans 3 jours, Charles Morette serait menotté. Il ne le savait juste pas encore. J'ai réveillé Lucas à 6 heures et nous ai conduits dans un dîner à 3 villes de là. Nous devions être loin de Vertou, loin de quiconque pourrait nous reconnaître et le mentionner à Charles. Les nouvelles locales sont arrivées sur mon téléphone pendant que Lucas grignotait ses pancakes. Urgent, un incendie de maison près de Nantes fait 2 victimes. Les autorités enquêtent sur un possible incendie criminel. 2 victimes. Ils pensaient que nous étions morts. J'ai fait défiler l'article. Les pompiers étaient intervenus à 00h02. La maison était une perte totale. On pensait que 2 corps se trouvaient à l'intérieur, une femme et un enfant. Identification en attente.
Mon téléphone a vibré. Un SMS de Janine Poiré. Élise, ma chérie, je viens d'apprendre. Je suis tellement désolée, ta mère serait dévastée. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour Charles en ce moment de deuil, s'il te plaît, dis-le-moi. Son dernier post, fait à 7h23, était un bloc de texte avec une seule photo de notre maison avant l'incendie. Je n'ai pas les mots. Ma belle-fille Élise et mon petit-fils Lucas nous ont été enlevés la nuit dernière dans une terrible tragédie. Ils étaient ma famille, ils étaient toutes pour moi. S'il vous plaît, gardez-les dans vos prières alors que nous traversons cette perte inimaginable. Les pompiers enquêtent 30 jours, mais nous pensons que c'était un problème électrique. Élise s'inquiétait toujours du vieux câblage. J'aurais dû écouter, j'aurais dû réparer. Cette culpabilité me hantera pour toujours. 147 réactions. Des emojis qui pleurent, des cœurs, des commentaires affluents des amis de l'Église, des voisins, de la famille éloignée. Charles, nous prions pour toi. Dieu a un plan, même quand nous ne pouvons pas le voir. Ses anges sont au paradis maintenant avec Suzanne. J'ai regardé mon beau-père recueillir de la sympathie pour nos morts tout en mangeant des croissants et des œufs au brunch après la messe. Pas une seule larme sur aucune des photos que les gens postaient, pas un tremblement dans la vidéo que quelqu'un avait partagée de lui remerciant la communauté pour son soutien. Il jouait le deuil et 147 personnes applaudissaient. Je sais que certains d'entre vous qui regardent ont vécu la trahison des personnes en qui vous aviez le plus confiance, celles qui étaient censées vous protéger, celles qui souriaient au dîner de famille tout en planifiant quelque chose d'impardonnable. Si cette histoire vous touche de près, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications. Vous allez vouloir voir ce qui se passe quand j'entre dans ce café et que je m'assois en face de l'homme qui a essayé de tuer mon fils. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire et dites-le moi. Et restez avec moi parce que Charles Moret est sur le point d'apprendre que sous-estimer une ingénieure en cybersécurité a été la dernière erreur qu'il ait jamais commise. Vendredi 15 mars, 10h. Le cabinet de Rebecca Stern occupait le 3e étage d'un immeuble en verre dans le centre-ville de Nantes. J'avais pris un risque en revenant en ville, mais j'avais besoin d'aide et j'en avais besoin de quelqu'un qui me croirait sans poser de questions. La femme qui m'a accueillie dans la salle de conférence n'était pas celle à laquelle je m'attendais. La quarantaine, des cheveux méchés d'argent tirés en un chignon pratique, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Elle ressemblait à la tante préférée de quelqu'un jusqu'à ce que vous remarquiez l'acier dans ses yeux. Madame Hooper, elle a désigné une chaise. Mon assistante a dit que c'était urgent. J'ai posé mon ordinateur sur la table et l'ai ouvert. Il y a 23 heures, mon beau-père a essayé de me faire tuer, moi et mon fils de 8 ans, pour l'argent de l'assurance. J'ai des preuves vidéo du complot, des images de dashcam des incendiaires fuyant la scène et une plaque d'immatriculation très claire. L'expression de Rebecca n'a pas changé, mais elle s'est penchée en avant. « Montrez-moi ». J'ai joué les images, la caméra cachée, la dashcam, la chronologie. 47 minutes de preuves disposées en séquence avec horodatage et métadonnées intactes. Quand cela s'est terminé, Rebecca a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. « Ce n'est pas juste une fraude à l'assurance », a-t-elle dit doucement. « C'est une tentative de meurtre avec préméditation. 2 chefs d'accusation, un pour vous, un pour votre fils. Je sais, vous devez aller à la police, je le sais aussi, mais je veux m'assurer que tout est déblindé d'abord. Je veux m'assurer qu'il ne pourra pas s'en sortir avec un bon avocat et un jury compatissant. » Rebecca a hoché la tête lentement. « J'ai un contact. » Capitaine Éléonore Vasseur, police judiciaire de Nantes, spécialisée dans les incendies criminels et la fraude à l'assurance. Elle a travaillé avec moi sur 3 affaires précédentes. Elle est si minutieuse. Elle est intelligente et elle ne laisse personne passer à travers les mailles du filet. Elle a pris son téléphone. « Laissez-moi passer un coup de fil. » En 1 heure, j'étais assise en face de la femme qui m'aiderait à mettre Charles Moret en prison. La capitaine Éléonore Vasseur avait 48 ans, des cheveux gris, parsemés, coupés courts et pratiques, et une poignée de main capable de casser des noix. Elle avait passé 20 ans dans les forces de l'ordre, les 12 dernières spécialisées dans les enquêtes sur les incendies criminels. Madame Huppert. Elle s'est assise en face de moi dans la salle de conférence stérile du commissariat, un bloc-notes ouvert devant elle.
Maître Stern m'a briefé sur l'essentiel. J'aimerais voir les preuves moi-même. Je lui ai tout montré. Les mêmes images que j'avais montrées à Rebecca, plus les sauvegardes cloud que j'avais faites de chaque document que Charles m'avait demandé de signer. Papiers d'assurance, actes de propriété, dossiers financiers. Vasseur a regardé en silence, s'arrêtant parfois pour noter quelque chose. Quand les images de la dashcam se sont terminées, la plaque de la berline figée à l'écran, elle a pris son téléphone et a passé un appel. Passez la plaque française GE847 XL dans le système. J'ai besoin de l'immatriculation et de l'historique du propriétaire dans l'heure. Elle a raccroché et m'a regardé. La plaque remonte à un véhicule enregistré au nom d'un certain Mark Weber de Rennes. Monsieur Weber a des antécédents d'incendie criminel, de possession, d'agression. Son associé connu est Théo Briand, même casier, incendiaire à gages, criminel professionnel. Mon beau-père avait engagé des professionnels. Je vais demander une réquisition judiciaire pour les dossiers financiers de Monsieur Moret, a continué Vasseur. Compte bancaire, carte de crédit, retraite d'espèces. S'il a payé ses hommes, il y aura une trace. Il y a autre chose. J'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur. J'ai trouvé ça il y a des mois et je n'y ai pas pensé. Une enveloppe d'AXA Assurance avec mon nom dessus. Charles l'a prise avant que je puisse l'ouvrir. Vasseur s'est penché en avant. Je vais demander les informations sur la police. S'il y a une police d'assurance vie sur vous avec Moret comme bénéficiaire, alors vous avez un mobile. Alors j'ai un mobile. Elle a presque souri. Madame Huppert, j'ai travaillé sur beaucoup de ces affaires. La plupart d'entre elles, les preuves sont circonstancielles. Les gens s'en sortent, pas cette fois. Vous m'avez donné tout ce dont j'ai besoin pour m'assurer que votre beau-père passe le reste de sa vie en prison. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des jours. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, a dit Vasseur, on tend un piège. Samedi 16 mars, salle de conférence chez Stern & Associés. 3 d'entre nous, autour de la table, moi, Rebecca et la capitaine Vasseur. Un tableau blanc au mur avec une chronologie des événements, un dossier de preuves assez épais pour tuer un homme si vous le laissiez tomber sur sa tête. Les dossiers financiers sont arrivés ce matin, a dit Vasseur. 3 jours avant l'incendie, Charles Moret a retiré 15 000 € en espèces de son compte d'épargne personnel. Le même jour, il a visité un garage auto à Rennes appartenant à un oncle de Mark Weber. Le lien, a murmuré Rebecca. Le lien. Vasseur a tapoté le dossier. Nous avons aussi la police d'assurance. 700 000 € sur votre vie, Madame Huppert, souscrite il y a 18 mois. Charles Moret est le seul bénéficiaire. J'ai eu la nausée. 18 mois. Il planifiait ça depuis 18 mois. Ça empire. Vasseur a continué. La police était à l'origine de 250 000. Il a augmenté le montant 2 fois. Une fois à 500 000, puis à 700 000. La dernière augmentation date d'il y a 6 mois. Juste au moment où Lucas a commencé à se sentir mal à l'aise. Juste au moment où Charles a commencé à poser des questions sur le planning de voyage de Marc avec une précision inhabituelle. Nous avons assez pour l'arrêter maintenant, a dit Rebecca. Mais si nous bougeons trop tôt, un avocat de la défense pourrait plaider les preuves circonstancielles, prétendre que l'argent était pour autre chose, contester l'authenticité de la vidéo. Donc, nous avons besoin qu'il avoue, ai-je dit. Vasseur a hoché la tête. Nous avons besoin qu'il le dise à voix haute sur enregistrement dans un contexte où il croit être en sécurité. Café de la Loire, ai-je dit. Les 2 femmes m'ont regardé. C'est le café sur la Grande Rue. Charles y va tous les dimanches matin après la messe. Ses amis de la paroisse le retrouvent là-bas. Il est détendu. Il est à l'aise. Il est entouré de gens qui pensent qu'il est un patriarche en deuil. Vasseur a souri. Un sourire fin de prédateur. Alors c'est là que nous allons le faire tomber. De quoi avez-vous besoin de moi? J'ai besoin que vous l'appeliez demain matin. Dites-lui que vous avez survécu. Dites-lui que vous avez peur et que vous êtes confuse et que vous avez besoin de son aide. Et ensuite, j'ai besoin que vous vous asseyez en face de lui et que vous le laissiez penser qu'il a toujours le contrôle. J'ai pensé à Lucas toujours caché dans une chambre d'hôtel à Rennes avec Marc. Je peux faire ça, ai-je dit. Je peux tout faire si ça signifie garder mon fils en sécurité. Dimanche 17 mars, 8h. La chambre d'hôtel près du Café de la Loire était petite mais fonctionnelle.
Marc avait conduit depuis Rennes à 5 heures du matin, arrivant avec Luca, encore endormi sur la banquette arrière. Nous avions pris la chambre à son nom, payée en espèces, et maintenant nous nous tenions ensemble dans la lumière pâle du matin pendant que la capitaine Vasseur fixait un micro à l'intérieur de mon pool. Le microphone est dans la couture, a-t-elle expliqué, ses doigts. 3 officiers incivils seront à l'intérieur du café, 1 au comptoir, 2 aux tables d'angle. Je serai dans la camionnette de l'autre côté de la rue à surveiller le flux. Et s'il remarque le micro, il ne le remarquera pas. L'homme pense que vous êtes une victime impuissante. Il n'imaginera pas une seconde que vous êtes venu préparer. Marc se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée. Lucas était toujours à l'hôtel avec un officier en train de jouer à des jeux vidéo et de manger des crêpes du service d'étage. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Je voulais que ça reste ainsi le plus longtemps possible. « Tu es sûre de ça ?» a demandé Marc. « Tu n'es pas obligée d'être seule dans cette pièce avec lui. Laisse la police faire. Il a besoin de croire que j'ai peur. J'ai dit, il a besoin de penser qu'il a encore du pouvoir sur moi. C'est la seule façon pour qu'il baisse sa garde. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Charles. Ça a sonné 2 fois. Allô? Sa voix était prudente, confuse. Papa, j'ai forcé un tremblement dans ma voix. C'est Élise. Je suis vivante. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture est tombée en panne et nous sommes restés dans un motel. Et puis j'ai vu les nouvelles. Silence. 5 battements de cœur de silence absolu. Où es-tu? La confusion dans sa voix laissait déjà place au calcul. Je pouvais l'entendre réfléchir, recalibrer. J'ai peur, ai-je chuchoté. Je ne sais pas à qui faire confiance. On peut se voir dans un endroit public? J'ai besoin de la famille en ce moment. Une autre pause. Café de la Loire, 9h. J'y serai. J'ai raccroché et regardé Vasseur. Il arrive. Le Café de la Loire à 9h15 était exactement comme dans mes souvenirs. Murs de briques apparentes, tables en bois dépareillé, odeur de grains fraîchement moulus et de pain au chocolat. Un menu sur ardoise derrière le comptoir listait les spéciaux de saison à la craie colorée. De l'art local accroché sur chaque surface disponible. Paysage de la campagne nantaise, pièces abstraites. J'ai compté 47 personnes en marchant vers une table d'angle au fond. Des habitués avec des ordinateurs portables, de jeunes familles avec des poussettes, un groupe de femmes âgées jouant aux cartes près de la fenêtre, 3 officiers en civil positionnés exactement là où Vasseur l'avait décrit, le barista en tablier noir, l'homme lisant un journal, la femme avec l'ordinateur portable faisant semblant de travailler. Je me suis assise dos au mur face à l'entrée. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne l'était pas. À 9h17, Charles Moret a franchi la porte. Il était habillé pour la messe, pantalon beige repassé, chemise Oxford bleue, un insigne de croix en or sur son revers. Son visage était arrangé dans une expression de profond soulagement, le masque d'un père inquiet, retrouvant sa fille perdue. « Lise. » Il a traversé la pièce à grandes enjambées et m'a serrée dans ses bras. Je n'ai pas répondu. « Dieu merci, tu es vivante. » Il sentait l'après-rasage et le café et autre chose, quelque chose d'âcre en dessous, comme de la sueur qu'il essayait de couvrir. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Il a cherché mes mains. Je l'ai laissé les prendre. « J'ai appelé les hôpitaux, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotions répétées. La police n'arrêtait pas de me dire qu'ils avaient trouvé 2 corps. Mais je n'y croyais pas. Je savais que tu étais là-bas quelque part. La voiture est tombée en panne, ai-je récité. Nous sommes restés dans un motel. Je n'ai pas vu les nouvelles avant ce matin. Et Lucas? Où est Lucas? Il est en sécurité. Il est avec Marc. Une lueur dans ses yeux, rapidement supprimée, mais je l'ai captée. Marc, quand est-il revenu de Paris? Quand il a entendu ce qui s'est passé. Charles a hoché la tête lentement, scannant la pièce. Son regard s'est attardé sur le barista, l'homme au journal, la femme à l'ordinateur, vérifiant les menaces, n'en trouvant aucune. « As-tu parlé à la police ?» a-t-il demandé. Trop décontracté, trop délibéré. « Non, je ne savais pas quoi leur dire. J'avais besoin de te voir d'abord. » Il a souri.
Et pour la première fois, j'ai vu ce que Lucas avait vu. Les yeux ne correspondaient pas à la bouche. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, ai-je dit, ma voix encore fragile. Les nouvelles ont parlé d'incendie criminel. Ils ont dit que quelqu'un avait mis le feu exprès. L'expression de Charles a vacillé juste un instant. Une micro-expression de surprise que j'ai utilisé ce mot. Puis le masque s'est remis en place. « Ces vieilles maisons », a-t-il dit doucement. Problèmes électriques, câblage défectueux. Ta mère s'inquiétait toujours à ce sujet. Tu te souviens? Je m'en souviens. J'ai fait une pause. Mais le feu a commencé dans ma chambre, papa. Les nouvelles ont dit qu'il a commencé exactement là où je dors et la porte arrière était déverrouillée quand les pompiers sont arrivés. Ses doigts se sont resserrés autour de sa tasse de café. Qu'est-ce que tu suggères? Je ne suggère rien. Je suis juste. J'ai laissé ma voix traîner. Quelque chose ne semble pas normal. Le silence s'est étiré entre nous. Le café bourdonnait de bruit ambiant. Le sifflement de la machine à expresso. Les conversations aux tables voisines. Le cliquetis de la céramique sur le bois. 47 témoins de ce qui allait suivre. « Élise !» Charles s'est penché en avant, baissant la voix. « Je sais que tu as peur. Je sais que c'est déroutant, mais parfois de mauvaises choses arrivent simplement. Parfois, il n'y a pas d'explication. Alors pourquoi as-tu éteint les caméras? » Son visage était devenu vide, complètement, totalement vide. « Je connais le système Ring, » ai-je continué, gardant mon ton conversationnel. « Tu as désactivé les 3 caméras à 20h30 le soir de l'incendie, mais il y avait une caméra que tu ne connaissais pas, celle que j'ai installée dans mon bureau après avoir surpris David à fouiller dans mes dossiers. » J'ai regardé le calcul se faire derrière ses yeux, la pesée des options, l'évaluation du risque. Son masque se fissurait et en dessous se trouvait quelque chose de froid et de reptilien. « Tu as été occupé ?» a-t-il dit. « Plus de grand-père en deuil, juste plat. Je suis ingénieur en cybersécurité, papa. C'est mon travail de surveiller les systèmes, de protéger contre les menaces. » J'ai soutenu son regard, d'identifier qui essaie d'entrer par effraction. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec de nouveaux yeux. « Qu'est-ce que tu veux exactement, Élise? » « Je veux savoir pourquoi. » Une longue pause, et puis incroyablement, il a souri. « D'accord, » a-t-il dit. « Tu veux savoir pourquoi? Bien. Parlons du pourquoi. Ta mère a fait une erreur quand elle m'a épousée. » La voix de Charles avait changé. La chaleur avait disparu. La performance abandonnée. C'était le vrai homme en dessous, celui que mon fils avait reconnu depuis le début. Elle pensait que j'étais stable, fiable, un bon pari pour ses vieux jours. Il a ri, un son bref et laid. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà brûlé ma retraite en jouant en ligne. Au moment où elle est tombée malade, j'avais 350 000 € de dettes envers des gens qui n'acceptent pas les plans de paiement. Mes mains étaient instables sur la table. Le micro enregistrait chaque mot. La maison devait être mon billet de sortie. La vendre, payer les dettes, recommencer à zéro. Mais ensuite, Suzanne te l'a laissée, à sa précieuse fille, son bébé miracle qui a survécu à la néonat et a grandi pour avoir tellement de succès. Alors tu as pris une assurance vie sur moi, 700 000 €. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il discutait de la météo. Assez pour effacer mes dettes et vivre confortablement pendant encore 20 ans. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment quand Marc serait absent. Quand Marc était absent, a-t-il confirmé, j'ai payé 15 000 € à 2 professionnels. Ils étaient censés faire ressembler ça à un feu électrique. Rapide, propre, pas de soupçon. Toi et Lucas seriez allés dormir et ne vous seriez jamais réveillés. Mon sang s'est glacé, mais ma voix est restée égale. Et quand j'ai appelé pour dire que la voiture était en panne, j'ai failli tout annuler. Il a secoué la tête. Mais j'avais déjà payé. Les hommes étaient déjà en place. Je me suis dit, au diable, la maison brûle. Je touche quand même l'assurance sur la propriété. Ce n'était pas une perte totale. Il s'est penché assez près pour que je puisse sentir son haleine de café. Mais ensuite, tu as survécu, toi et ce morveux. Et maintenant, nous voilà. Je me suis levée lentement. Nous y voilà, ai-je confirmé. Dans une pièce remplie de 47 témoins qui viennent de t'entendre admettre une tentative de meurtre.
Le visage de Charles est devenu blanc. Le micro que je porte. J'ai touché mon col. Il diffuse à la capitaine Éléonore Vasseur de la police judiciaire de Nantes depuis les 15 dernières 5 minutes. Derrière lui, le barista a posé sa serviette. L'homme au journal a plié son papier. La femme à l'ordinateur a fermé son écran. Tous les trois ont sorti leurs insignes. Charles Moret. La voix de la capitaine Vasseur a coupé le café soudainement silencieux alors qu'elle entrait depuis la rue. Né, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation, complot pour commettre un meurtre, fraude à l'assurance et incendie criminel. Vous avez le droit de garder le silence. Charles s'est jeté vers la porte. 2 officiers l'ont attrapé avant qu'il ne fasse 3 pas. Pendant qu'il claquait les menottes sur ses poignets, j'ai regardé autour de la pièce. Les joueurs de cartes âgées. Ils le fixaient tous, et pour la première fois en 10 ans, Charles Moret n'avait rien à dire. Les officiers ont tiré Charles vers la porte alors qu'il se tordait dans leur prise, le visage déformé par la rage. Il a essayé de parler, d'expliquer, de nier, de menacer, mais ses mots sont sortis comme des bafouillements incohérents. Le café est resté figé. 47 personnes venues pour un latte du dimanche matin étaient maintenant témoins de l'arrestation d'un homme qu'ils pensaient être un pilier de la communauté. J'en ai reconnu 3 de la paroisse. Madame Durand, qui avait apporté des gratins à l'enterrement de ma mère, Monsieur et Madame Petit, qui s'asseyaient sur le même banc que Charles chaque semaine. Ils le fixaient avec l'horreur particulière des gens réalisant qu'ils ont été trompés. Rebecca est apparue à mes côtés, sa main chaude sur mon épaule. « Vous l'avez fait » a-t-elle dit doucement. « C'est fini. » Je ne ressentais pas encore de soulagement. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, je me sentais engourdie, vidée, comme si j'avais fonctionné à l'adrénaline pendant 3 jours et que mon corps avait finalement cessé d'en produire. J'ai besoin de voir mon fils. Marc l'amène. Ils sont à 5 minutes. Je suis sortie du Café de la Loire dans le soleil de mars. Le fourgon de police était garé de l'autre côté de la rue. Charles déjà à l'intérieur. Il m'a regardé à travers la vitre. L'homme qui avait vécu dans la maison de ma mère, mangeait à ma table, sourit à mon fils, et je n'ai rien vu dans ses yeux que de la fureur froide. Je n'ai pas détourné le regard. 1 minute plus tard, la voiture de Marc s'est arrêtée, et Lucas en est sorti avant qu'elle ne s'arrête complètement. Il a couru sur le trottoir et s'est jeté dans mes bras avec assez de force pour me faire reculer d'un pas. « Maman !» Sa voix était étouffée contre ma poitrine. « Maman, tu vas bien? » Je l'ai serré fort et fermé les yeux. « Je vais bien, mon bébé. On va bien tous les deux, et on va le rester. » Les dominos sont tombés rapidement après ça. À 14 heures cet après-midi-là, David Moret était en garde à vue. Les officiers l'ont trouvé dans son appartement à Rézé, à 15 minutes de Nantes, faisant frénétiquement une valise. Son ordinateur contenait 47 SMS avec son père remontant à 3 mois, discutant du plan en termes de plus en plus spécifiques. « Je ne savais pas qu'il était sérieux », a dit David au détective pendant son interrogatoire. « Je pensais que c'était juste des paroles. Je n'ai jamais pensé qu'il le ferait vraiment. » Les SMS disaient le contraire. L'un envoyé 3 jours avant l'incendie disait « M.W. et T.B. confirmé, 15 cas prêts. Jeudi soir, après le départ de monsieur. Ne viens pas à la maison. » M.W. et T.B., Mark Weber et Théo Briand. Les incendiaires ont été arrêtés à Rennes 3 jours plus tard. Trouvés grâce à une combinaison de registres de plaques d'immatriculation et de données de téléphone portable. Ils avaient été payés 15 000 € en espèces, avec 35 000 autres promis lors de la collecte réussie du paiement de l'assurance. Moret a dit que ce serait facile, a dit Mark Weber au détective. Entrer et sortir. Faire ressembler ça à un problème électrique. Il a dit que personne ne le saurait jamais. La pile de preuves a grandi. Dossier financier montrant les dettes de jeu de Charles. 350 000 € dus à des plateformes en ligne avec des liens vers des opérations de prêt organisées. Retraite bancaire correspondant au paiement à Weber et Briand. Un téléphone jetable trouvé dans le garage de Charles avec des appels aux incendiaires la nuit de l'incendie. Mais la pièce qui a tout scellé était la police d'assurance. AXA Assurances a fourni la documentation complète, une police de 700 000 € sur ma vie,
acheté 10 mois auparavant avec Charles Morette comme seul bénéficiaire. Les registres montraient qu'il avait augmenté le montant du paiement 2 fois au cours des 6 derniers mois, citant à chaque fois des changements de circonstances familiales. La capitaine Vasseur m'a appelé mercredi. Nous avons assez pour les accusations de meurtre, a-t-elle dit. Tous les 3 risquent de 20 ans à la perpétuité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans la chambre d'hôtel à Rennes et j'ai pleuré pour la première fois depuis jeudi soir. Le journal local Ouest France a sorti l'histoire lundi matin. Beau-père arrêté dans un complot de meurtre à but lucratif. Les enquêteurs disent que l'homme a engagé des incendiaires pour tuer sa belle-fille et son petit-fils pour un paiement d'assurance de 700 000 euros. L'article incluait une photo de Charles conduit hors du café menotté, le visage figé dans une expression d'incrédulité stupéfaite. Il détaillait les preuves, les images de surveillance, les dossiers financiers, la confession enregistrée, les témoignages de Weber et Briand. À midi, les chaînes nationales avaient diffusé 3 reportages. Un journaliste se tenait devant la carcasse brûlée de ma maison d'enfance, décrivant le complot effrayant avec des tons dramatiques. Un autre segment présentait des interviews de voisins. « Je n'arrive pas à y croire », a dit une femme que je ne reconnaissais pas. Il semblait toujours si gentil. « Je savais que quelque chose n'allait pas », a dit Madame Durand, qui avait apporté ses gratins funéraires. La façon dont il regardait Élise parfois, il y avait quelque chose de froid dedans. Le profil Facebook de Charles, toujours visible au public, est devenu un champ de bataille. Les 147 messages de condoléances de dimanche matin ont été enterrés sous des centaines de nouveaux commentaires, chacun plus furieux que le dernier. Meurtrier, tu as essayé de tuer un enfant. Brûle en enfer, où est ta place? La paroisse a publié une déclaration officielle mardi après-midi. Nous sommes choqués et navrés d'apprendre les allégations contre un membre de longue date de notre congrégation. Nos prières vont aux victimes de cette tragédie. L'Église n'avait aucune connaissance ou implication dans ces crimes présumés. Janine Poiré, l'amie de ma mère, a donné une interview au journal le même jour. Suzanne a essayé de prévenir Élise à propos de Charles avant de mourir. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Élise a survécu parce qu'elle a finalement écouté cet avertissement à travers son fils. J'ai lu l'article 3 fois, puis j'ai appelé Janine et l'ai remerciée d'avoir parlé. 4 ans trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. L'histoire est presque finie, mais il y a encore tant de choses que je veux partager avec vous sur la guérison, l'établissement de limites et ce que j'ai appris du garçon de 8 ans qui m'a sauvé la vie. Si vous êtes toujours ici avec moi, prenez 1 seconde pour vous abonner et appuyez sur la cloche de notification. Il y a plus d'histoires comme celle-ci qui vous attendent, et je ne veux pas que vous les manquiez. Que pensez-vous que Lucas se souviendra de tout cela quand il sera grand? Le portera-t-il avec lui pour toujours, ou trouvera-t-il un moyen de laisser aller? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. La capitaine Vasseur m'a appelé dans son bureau 1 semaine après l'arrestation. « Je veux vous montrer quelque chose », a-t-elle dit en glissant un dossier sur son bureau. C'est que nous avons rassemblé sur la situation financière de Moret. Je l'ai ouvert. Relevé bancaire, documents de prêt, correspondance avec des plateformes de jeux en ligne. Les chiffres racontaient une histoire pire que ce que j'avais imaginé. Charles avait commencé à jouer 3 ans avant la mort de ma mère. De petites sommes au début, quelques centaines ici, 1000 là. Mais les pertes se sont accumulées. Il poursuivait ses pertes avec de plus gros paris. Il a emprunté sur sa retraite, puis ses économies, puis auprès de prêteurs privés avec des taux d'intérêt qui feraient rougir un usurier. Au moment où ma mère a été diagnostiquée avec un cancer, il devait 200 000 euros. Au moment où elle est morte, c'était 350 000. Il a essayé de prendre la police sur votre mère, a dit Vasseur doucement. 2 mois avant sa mort, la compagnie d'assurance l'a rejeté en raison de sa condition préexistante. J'ai fixé le papier dans mes mains. Les mots se brouillaient. Vous pensez qu'il? Nous n'avons pas de preuve d'acte criminel dans la mort de votre mère? Ces dossiers cadres médicaux indiquent qu'elle est décédée de causes naturelles liées à sa maladie. Vasseur a fait une pause. Mais le timing de cette demande d'assurance est préoccupant.
Je me suis souvenu des mots de Janine. Charles a changé après que Suzanne soit tombée malade, a commencé à poser des questions sur son assurance, son testament, la maison. Il planifiait déjà. On dirait bien, ai-je dit. Quand votre mère est morte et vous a laissé la maison, il avait besoin d'un nouveau plan. La police d'assurance sur votre vie était sa solution. J'ai fermé le dossier. Je ne voulais plus le regarder. Madame Huppert, a dit Vasseur. Votre mère n'a peut-être pas pu vous protéger, mais elle a essayé. Elle l'a dit à Janine. Elle a planté une graine, et cette graine vous a sauvé la vie. J'ai pensé à Lucas, chuchotant à l'aéroport. Un avertissement transmis à travers des générations de femmes qui savaient quand quelque chose n'allait pas, même quand elles ne pouvaient pas le prouver. Merci, ai-je dit, pour tout. 3 semaines après l'arrestation, je me suis assise dans la galerie du palais de justice de Nantes pour l'audience de mise en accusation de Charles Moret. Marc me tenait la main d'un côté. Rebecca Stern était assise de l'autre, son bloc-notes en équilibre sur son genou. Lucas était avec Janine Poiré, en sécurité chez elle. Charles se tenait derrière la table de la défense, vêtements civils mais poignets menottés à une chaîne autour de sa taille. Il avait engagé un avocat privé, un homme nommé Bruno Blanc, de Paris, connu pour défendre des clients avec de l'argent et sans scrupules. Le juge, une femme aux cheveux gris nommée Patricia Caron, a lu les charges. Charles-Alain Moret, vous êtes accusé de 2 chefs de tentative de meurtre avec préméditation, un chef de complot pour commettre un meurtre, un chef de fraude à l'assurance dépassant 250 000 € et un chef d'incendie criminel. Que plaidez-vous? Blanc s'est levé. Non coupable, votre honneur. Le procureur, une jeune femme nommée Alice Brun, a présenté le dossier de l'État pour le refus de caution. Votre honneur, l'accusé a engagé des criminels professionnels pour brûler une maison avec sa belle-fille et son petit-fils de 8 ans à l'intérieur uniquement pour un gain financier. Il a avoué le crime dans une conversation enregistrée avec la victime. Le risque de fuite est substantiel, tout comme le risque d'intimidation des témoins. Blanc a objecté. Il a soutenu que Charles avait des liens profonds avec la communauté. Aucun casier judiciaire. Et ne représentait aucune menace pour personne. Le juge Caron est resté impassible. Caution refusée. L'accusé restera en détention en attendant le procès. Elle a fixé une date d'audience préliminaire à dans 6 semaines. Alors que les gendarmes conduisaient Charles hors de la salle d'audience, il s'est tourné et m'a regardé. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas détourné le regard. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce que la porte se ferme derrière lui. Quand nous sommes arrivés à la voiture, Marc a demandé si j'allais bien. « Je vais mieux que bien », ai-je dit. « Je suis libre. » La première semaine après la mise en accusation, Marc a pris un congé. « L'entreprise peut survivre sans moi pendant 1 mois, a-t-il dit quand j'ai protesté. Toi et Lucas ne pouvez pas. Nous avons trouvé un petit appartement à Saint-Herblain, assez loin de l'allée des Chênes pour ne croiser personne qui nous connaissait, assez proche pour que Rebecca Stern et la capitaine Vasseur puissent nous joindre si nécessaire. 3 chambres, une cuisine avec une fenêtre qui donnait sur un érable, un salon où Lucas pouvait étaler ses Legos sans se soucier de marcher dessus. Ce n'était pas la maison, mais c'était sûr. Marc cuisinait le dîner tous les soirs. Des choses simples, des pâtes, des croque-monsieur, de la soupe en boîte, mais il les faisait avec intention, avec amour. Il s'asseyait avec Lucas pour les devoirs. Il me tenait quand je ne pouvais pas dormir. « J'aurais dû être là », a-t-il dit une nuit dans le noir. Cette nuit-là, j'aurais dû être à la maison. Si tu avais été à la maison, tu aurais pu mourir aussi. J'aurais dû voir les signes plus tôt, j'aurais dû te protéger. Je me suis retournée pour lui faire face, même si je ne pouvais pas voir ses traits dans l'obscurité. Tu me protèges maintenant. C'est ce qui compte. Je ne voyagerai plus jamais. Je l'ai déjà dit à mon patron. Ils peuvent me virer s'ils veulent. Marc, je suis sérieux, Élise. La famille, d'abord, toujours. Je me fiche de la promotion ou du salaire. Je me soucie d'être ici. J'ai trouvé sa main dans le noir et l'ai serrée. Alors sois là, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. La lettre de David est arrivée par le bureau de Rebecca Stern. Il veut communiquer avec vous, a-t-elle dit au téléphone. Son avocat présente cela comme une déclaration de remords.
Il prétend qu'il ne connaissait pas toute l'étendue du plan de son père. J'ai vu les SMS. J'ai dit, il savait exactement ce qui allait se passer. Je sais. Je voulais juste vous donner l'option. J'ai pensé à David fouillant mon bureau, David photographiant mes documents financiers. David debout dans mon couloir à minuit pendant que son père pointait les chambres à l'étage où mon fils et moi dormions. Rédigez une réponse pour moi, ai-je dit. Dites-lui que je n'ai rien à lui dire. Toute future tentative de contact sera documentée et signalée au tribunal comme intimidation de témoins. Tsn, c'est noté. Et Rebecca, assurez-vous que l'accusation soit au courant de chaque SMS qu'il a envoyé. Je ne veux pas que son récit de remords ait un quelconque poids au procès. Ce ne sera pas le cas. J'ai raccroché et bloqué tous les numéros de téléphone et adresses e-mail associés à la famille Moret, chacun d'eux. J'ai supprimé les photos qui les incluaient de ma galerie. J'ai jeté les cartes de Noël et les mots d'anniversaire et la fausse lettre de sympathie sincère que Charles avait envoyée quand ma mère est morte. Marc a demandé si je me sentais coupable de les couper si complètement. Non, ai-je dit, je me sens libre. Ces gens ont essayé de tuer mon fils. Je ne leur dois pas de conclusion. Je ne leur dois pas de conversation. Je ne leur dois rien d'autre que le système judiciaire. Et le système judiciaire s'occupera du reste. Pour la première fois en 10 ans, le poids de leurs attentes avait disparu. Le procès a duré 8 mois. J'ai témoigné 2 fois. Une fois sur la nuit de l'incendie, une fois sur la confession de Charles au café. Luca n'a jamais eu à monter à la barre. Sa déclaration enregistrée donnée à un pédopsychiatre sous supervision judiciaire a été admise comme preuve à la place. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Le 12 novembre, Charles Moret a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 2 charges de tentative de meurtre avec préméditation, complot pour commettre un meurtre, fraude à l'assurance et incendie criminel. Son audience de condamnation a eu lieu 2 semaines plus tard. Le juge Caron l'a regardé à travers la salle d'audience, l'homme en combinaison orange ou vêtements civils selon le contexte français, disons vêtements de détenu, qui avait été autrefois diacre à la paroisse, et a prononcé une peine de 25 ans à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les 20 premières années. David Moret a plaidé coupable aux charges de complot en échange d'un témoignage contre son père. Il a reçu 8 ans. Marc Weber et Théo Briand, les incendiaires, ont chacun reçu 15 ans pour leur rôle. Je me suis assise dans la galerie alors qu'ils emmenaient Charles pour la dernière fois. Il s'est retourné juste une fois et m'a cherché dans la foule. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à dire était dans ce verdict. Ensuite, Rebecca Stern m'a accompagnée à ma voiture. « Comment vous sentez-vous » J'ai réfléchi à la question. La maison avait disparu. Les souvenirs de ma mère, mon enfance, tout réduit en cendres et en réclamation d'assurance. Mais Lucas était vivant. Marc était à mes côtés, et l'homme qui avait essayé de me les prendre tous les deux mourait en prison. J'ai l'impression que c'est fini, ai-je dit. Et j'ai l'impression que je peux enfin avancer. Un an après l'incendie, nous avons déménagé à Rennes. La maison que nous avons achetée ne ressemblait en rien à celle de l'allée des Chênes. De plein pied, construction moderne, plan ouvert avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil breton. Pas d'escaliers qui craquent, pas de pièces qui retenaient des fantômes, juste 3 chambres, une cour avec une balançoire et assez d'espace pour l'avenir. Lucas a commencé le CM1 à l'école primaire Jules Ferry. En 1 mois, il avait un meilleur ami nommé Jules, une place dans l'équipe de foot, et une enseignante qui m'a appelée après la première semaine pour dire à quel point il était réfléchi et perspicace. La thérapie a aidé. Le docteur Nguyen, un pédopsychiatre spécialisé dans les traumatismes, rencontrait Lucas 1 fois par semaine. Elle lui a appris des techniques pour gérer l'anxiété, des moyens de traiter ce qu'il avait vécu. À la fin de l'année scolaire, les cauchemars avaient presque cessé. Marc a pris un nouveau poste au siège social de Darty Fnac, ou équivalent. Plus de voyages, plus de chambres d'hôtel. Il était à la maison tous les soirs pour le dîner, tous les week-ends pour les matchs de foot, toutes les vacances pour les traditions que nous construisions ensemble. J'ai été promu ingénieur senior en sécurité chez Secure IT Solutions, un poste à distance avec plus de responsabilités et un meilleur salaire. Mon travail m'avait sauvé la vie 1 fois. Maintenant, il construisait une vie qui valait la peine d'être sauvée.
Nous ne parlions pas de Charles. Nous ne parlions pas de l'incendie, mais nous parlions de l'avenir, des fonds pour l'université, des projets de vacances, du chien que Lucas réclamait depuis que nous avions déménagé. Un dimanche matin, en faisant des crêpes dans notre nouvelle cuisine, Marc m'a regardé avec quelque chose comme de l'émerveillement. « On a réussi », a-t-il dit. J'ai souri. On réussit encore tous les jours. L'invitation est venue de Familles en sécurité France, une organisation à but non lucratif axée sur la sécurité domestique et la prévention de la violence. Ils organisaient une conférence à Nantes, ironiquement, la ville que j'avais fui, et voulaient que je prononce le discours d'ouverture. Quand la technologie sauve des vies, leçon d'une survivante. J'ai failli dire non. La pensée de me tenir devant 300 étrangers et de revivre la pire nuit de ma vie me nouait l'estomac. Mais ensuite, j'ai pensé aux femmes et aux enfants dans ce public, ceux dans des situations comme la mienne, ceux qui pourraient apprendre quelque chose qui pourrait les garder en vie. J'ai dit oui. La conférence s'est tenue dans un hôtel du centre-ville un samedi de mars, presque exactement un an après m'être assise en face de Charles au Café de la Loire. Marc et Lucas sont descendus avec moi. Il y a un an, j'ai regardé ma maison brûler, ai-je commencé. Je l'ai regardée depuis le parking d'un motel à 12 minutes de là, parce que mon fils de 8 ans a fait assez confiance à son instinct pour me prévenir, et parce que je lui ai fait assez confiance pour écouter. J'ai parlé de la caméra cachée que Charles ne connaissait pas, des sauvegardes cloud qui ont préservé les preuves quand le stockage physique a été détruit, des images de la dashcam qui ont capturé les plaques d'immatriculation dans l'obscurité, de la formation en cybersécurité qui m'avait rendu assez paranoïaque pour tout remettre en question. La technologie ne m'a pas sauvé la vie, ai-je dit. Mon fils l'a fait, mais la technologie m'a donné la preuve dont j'avais besoin pour m'assurer que l'homme qui a essayé de nous tuer passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le public était silencieux, 300 visages regardants, absorbants. Si quelque chose semble faux dans votre vie, ai-je conclu, faites confiance à ce sentiment. Documentez tout. Sauvegardez tout. Dites-le à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et si vous avez des enfants, écoutez-les. Écoutez-les vraiment. Parfois, la plus petite voix dans la pièce est celle qui connaît la vérité. Les applaudissements ont duré 1 minute entière. Ensuite, 17 personnes sont venues me remercier personnellement. 3 d'entre elles pleuraient. Lucas m'a retrouvée en coulisses avec un câlin. « Tu as assuré, maman. » « J'ai appris du meilleur, lui ai-je dit. Nous nous sommes arrêtés chez Janine Poiret sur le chemin du retour de la conférence. Elle attendait sur son porche avec de la limonade et une boîte en carton scellé avec du ruban adhésif. La boîte avait l'air vieille, poussiéreuse au coin, légèrement écrasée d'un côté. « Ta mère m'a donné ça la semaine avant de mourir, » a dit Janine, s'installant dans sa chaise à bascule. Elle m'a fait promettre de ne pas l'ouvrir, m'a fait promettre de la garder en sécurité jusqu'à ce que... Elle a fait une pause. « Jusqu'à ce que tu en aies besoin, » a-t-elle dit. Je pense qu'elle savait d'une certaine manière. Même alors, j'ai emporté la boîte sur la balancelle du porche et coupé le ruban avec mes clés. À l'intérieur des photographies, ma mère et moi à ma remise de diplôme, le mariage de mes parents avant la mort de mon père, des photos de bébé de Lucas imprimées à partir d'emails que je lui avais envoyés quand elle était trop malade pour visiter, et sous les photos, une lettre manuscrite datée de 2 semaines avant sa mort. « Ma très chère Élise, » commençait-elle. « Si tu lis ceci, alors je suis partie, et Janine a tenu sa promesse. J'ai besoin que tu saches quelque chose que je ne pouvais pas dire à voix haute tant que j'étais encore en vie. » J'ai lu le reste avec des larmes coulant sur mon visage. Elle avait soupçonné Charles. Elle avait vu la façon dont il regardait nos biens, entendu les questions qu'il posait sur son testament. Elle n'avait pas eu de preuves. Juste l'instinct d'une femme qui avait survécu à un mauvais mariage et reconnu les signes avant-coureurs d'un autre. « Fais-toi confiance », écrivait-elle dans le dernier paragraphe. « Fais confiance à ton instinct et surtout fais confiance à Lucas. Ce garçon a mes yeux, mais il a ton cœur. Il verra ce que les autres manquent. Écoute-le. » J'ai plié la lettre et l'ai pressée contre ma poitrine. Elle avait eu raison sur tout. Et d'une certaine manière, à travers la frontière de la mort, elle avait aidé à nous sauver tous les deux. Lucas a eu 9 ans un samedi ensoleillé d'avril. Nous avons organisé une fête dans notre nouvelle cour. Je laisse de l'école, 6 autres amis du foot,
un château gonflable et un gâteau en forme de fusée parce que Lucas avait récemment décidé qu'il voulait être astronaute. En le regardant courir et rire avec les autres enfants, on n'aurait jamais su ce qu'il avait traversé. La thérapeute a dit que c'était bien. La résilience, appelait-elle ça, la capacité d'intégrer le traumatisme sans être défini par lui. Mais je voyais les moments où il était calme, la façon dont il vérifiait encore les verrous avant de se coucher, la vigilance dans ses yeux quand des voitures inconnues se garaient dans notre rue. Après la fête, quand les invités furent partis et que Marc nettoyait les serpentins, Lucas m'a trouvé sur le porche arrière. « Maman. » Il s'est assis à côté de moi, les jambes pendantes. « Je peux te demander quelque chose? »« Toujours. » « Penses-tu que je me souviendrai toujours de cette nuit à l'aéroport? » J'ai considéré la question avec soin. Il méritait l'honnêteté. « Je pense que tu pourrais, » ai-je dit. « Certaines choses restent avec nous, mais ce souvenir ne signifie pas que ça doit faire mal. Ça peut juste être une partie de ton histoire, une partie qui a fait de toi qui tu es. Et si je ne veux pas que ce soit une partie de mon histoire? » Alors on travaille là-dessus ensemble avec le docteur Nguyen, avec papa, avec moi. J'ai mis mon bras autour de lui. « Tu m'as sauvé la vie, bébé. Tu as sauvé nos 2 vies. C'est la partie de l'histoire que je veux que tu te rappelles. » Il s'est appuyé contre moi, petit et chaud. J'avais vraiment peur. « Je sais. Et tu as été courageux. De toute façon, c'est ça le courage. » Nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que le soleil se couche. Et aucun de nous n'a mentionné la famille Moret une seule fois. La lettre est arrivée 6 mois après la condamnation de Charles. J'ai reconnu l'adresse de retour de la prison, maison d'arrêt de Nantes, mais je n'ai pas reconnu l'écriture. Elle est plus tremblante que dans mes souvenirs, moins précise. J'ai tenu l'enveloppe un long moment, sentant son poids. Puis j'ai marché jusqu'à la cuisine, ouvert la poubelle et l'ai laissé tomber dedans sans briser le seau. Marc regardait depuis l'embrasure de la porte. « Tu ne veux pas savoir ce qu'il a dit? »« Non. » Je me suis lavé les mains à l'évier. Quoi qu'il ait écrit, excuse, accusation, manipulation, ça ne change rien. Il a fait ses choix. J'ai fait les miens. La conversation est terminée. Et s'il écrit encore, alors je jetterai celle-là aussi. J'avais passé 10 ans à essayer de gagner l'approbation de Charles Moret, essayant d'être une bonne fille, une bonne fournisseuse de petits-enfants, un bon bouc émissaire pour tout ce dont il avait besoin que je sois. J'avais ravalé mes instincts et ignoré les avertissements de ma mère et m'étais laissé diminuer dans ma propre maison. Plus jamais. La semaine suivante, j'ai légalement changé le nom de famille de Lucas. Il n'était plus lié à la famille Moret à titre officiel. Moi non plus. Notre nouvelle famille était complète. Élise, Marc et Lucas Huppert. 3 personnes qui se choisissaient chaque jour sans condition. C'était la seule famille dont j'avais besoin. Dimanche matin, à Rennes. Lumière du soleil à travers les fenêtres de la cuisine, odeur de bacon et de café. Marc était au fourneau, en train de retourner des crêpes, avec une aisance pratiquée. Lucas était assis à la table, en train de dessiner quelque chose dans son carnet de croquis. Une fusée, ai-je vu en regardant par-dessus son épaule, avec 3 minuscules silhouettes saluant par les hublots. « C'est nous », a-t-il dit. « On va dans l'espace. »« Où allons-nous ? » ?»« Où on veut. » Il m'a regardé avec les yeux de ma mère. « C'est la meilleure partie, on peut choisir. » Je me suis versé du café et je me suis tenue à la fenêtre, regardant notre rue calme se réveiller. Une voisine promenait son chien. Un père poussait une poussette, la vie normale se déroulant selon des rythmes ordinaires. J'ai pensé à tout ce à quoi nous avions survécu pour arriver ici. L'incendie, le procès, les longs mois de guérison, le moment à l'aéroport où l'avertissement chuchoté de mon fils a tout changé. J'ai pensé à la lettre de ma mère et au courage de Janine et à la caméra cachée qui a capturé la preuve dont nous avions besoin. J'ai pensé à l'homme dans la cellule de prison vieillissante seul pendant que nous construisions quelque chose de beau à partir des cendres de ce qu'il avait essayé de détruire. Et j'ai pensé à la leçon que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Parfois, les gens qui sont censés vous protéger sont ceux dont vous avez besoin d'être protégés. Mais si vous vous faites confiance, si vous écoutez les petites voix, si vous documentez les signes avant-coureurs, si vous refusez de laisser quiconque vous faire douter de vos propres instincts, vous pouvez survivre à presque tout. Nous avons survécu et maintenant, nous pouvons choisir la suite.
Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire était la chose la plus difficile que j'ai jamais racontée, mais je l'ai racontée parce que je sais que certains d'entre vous avaient besoin de l'entendre. Si on vous a déjà fait vous sentir petit par les gens qui étaient censés vous élever, si vous avez déjà douté de vos propres instincts parce que quelqu'un vous a convaincu que vous étiez fou, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou. Faites-vous confiance. Si cette vidéo a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aussi. Il y a plus d'histoires qui attendent dans la description ci-dessous. Des histoires de survie, d'établissement de limites, de découverte de votre pouvoir quand tout le monde a essayé de vous l'enlever. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je lis chacun d'eux. Et rappelez-vous